Attention, l'anime qui est critiqué dans cette vidéo est interdit aux mineurs. En conséquence, si vous avez moins de 18 ans, je vous demande de ne pas la visionner, même si je suis conscient que vous ne m'écouterez probablement pas. Cette vidéo contient également des spoilers. Je vous avertis dès maintenant pour que ceux qui n'ont pas vu l'anime savent à quoi s'attendre. Sur ce, bonne vidéo à vous. Les miniatures ça tient, maintenant je vais commencer à travailler sur ce générique. Bonjour à vous pour la 3e critique As qui marquera la fin de cette trilogie de critiques sur Bible Black, avec Bible Black New Testament sous-titré La lance de Longinus. La légende raconte que cette lance du nom d'un soldat du nom de Longinus, ou Sainte Lance, serait celle qui aurait transpercé le flanc droit de Jésus au moment de sa crucifixion. Cet artefact conféré à celui qui possédait l'autorité sur la chrétienté, c'est pour cela qu'elle intéressa les papes, les empereurs et même un certain Adolf Hitler. Pour commencer, New Testament n'est pas l'adaptation de la suite du jeu vidéo Bible Black Jeu Infection, qui raconte le retour de Kitami sous forme de fantôme un mois après le premier jeu et qui recommence à semer la pagaille. De toute façon, ce jeu n'était sorti qu'en 2008 avec le même style graphique comme le montre cette image. Ils se sont vraiment pas foulés. New Testament est lui sorti en 2005, toujours fait par Mickey Studio, en 6 épisodes de 28 à 30 minutes, sauf le dernier se plaçant 10 ans après les événements de Bible Black, la nuit de Walpurgis. Comme il se faisait de suite, on y retrouve évidemment pas mal d'anciens personnages. Imari qui s'est engagé dans la police, Takashiro rentré dans les ordres, Saiki et Shiraki qui sont devenus profs, et une théorie sur la manière dont la première a obtenu ce poste. Bon, je ne vais pas vous la dévoiler, on n'a pas que ça à faire. Et bien entendu, Rika Kitami, toujours aussi difficile à dénisser dans une tenue qui passe sur YouTube. Naturellement, nous avons aussi droit à de nouveaux personnages. Toruyu, chef de Token, branche de la police, chargé des crimes paranormaux, dont fait partie Imari, avec sous ses ordres Naoko Yamanishi, un garçon très gentil, et Aki Ishikawa, qui est aussi une fille très gentille. Nous avons aussi Yuki Todo, une élève tout à fait classique dans l'univers de Bible Black, et enfin Zodiac Rover, descendant d'un grand occultiste, cherchant à réaliser une certaine prophétie parce que... Oh écoute, les prophéties c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Il y en a même qui en ont 2. Par contre faut que j'y aille, putain, allez vite, hop. Et pour finir, toujours en vrac, le vice-principal de l'école, une nouvelle présidente du conseil aussi corrompue que ses prédécesseuses, les gardes du corps de Judy, une infirmière, des occultistes pilleurs de banque, et lui. Voyons maintenant la partie scénaristique. Après nous avoir montré 2 femmes qui font du jogging tombées sur une scène de crime, nous allons au muséum où un homme interroge une femme, oui, de façon pas orthodoxe, mais c'est un interrogatoire, si, je vous le jure, sur la lance de Longinus, qui a été trouvée au Maroc. À 5 minutes près, c'est nous qui l'avions, même si je ne vois toujours pas à quoi nous aurait servi. Juste après, un gardien voit s'échapper une femme blonde, et les 2 personnages précédents morts. 3 personnages morts en à peine 3 minutes. Game of Thrones peut aller se rhabiller. Tandis que les membres féminins de Token, c'est-à-dire la police paranormale, sont chargés de cette histoire, un couple d'adolescents font des sauts sur un toit. La fille qui justement est Yuki travaille pour un nouveau groupe d'occultistes mené par Saiki qui a retrouvé le Bible Black. Et a des choses qui ne s'entront jamais. Tout comme le fait que le rituel servant à invoquer la lance de Longinus ne marche pas, pour cause de combustion spontanée des amants. Et apparemment, c'est pas la première fois. Enfin, seulement pour le garçon, la fille, elle est seulement morte, voilà. Donc, une équipe masculine de Token, elle est également chargée de cette histoire. Pendant ce temps, le chef Toro et Marie se rendent également sur place, et revivent d'une certaine façon les événements précédents. Tandis qu'un jeune policier a des visions de Kitami, et que Shiraki rend visite à Takashiro, maintenant nonne, et qui lui raconte que l'âme de Kitami a été scellée dans Imari. Ce qui justifie un petit peu le fait qu'on ait dû attendre au moins 10 ans avant que Tikami décide de refaire des siennes. De leur côté, Marie et sa collègue Aki se promènent en civil en faisant le point sur la famille d'archéologues dont le père a disparu en cherchant des artefacts et dont le fils a cramé tout à l'heure. Quand les 2 femmes entrent comme par hasard dans une banque attaquée par des bandits masqués, qui ont une façon bien à eux de s'occuper de leurs otages.
Imari trouvant ça lousse, que les bandits décident de s'occuper à faire des trucs comme ça, plutôt que, je ne sais pas moi, rassembler leur butin et essayer de s'en aller avant que la police n'arrive. Mais elle n'aura pas trop le temps de s'en soucier, car le chef des bandits décidera de s'occuper d'elle, et ce faisant provoquera le retour de Kitami. Kitami fait donc ce qu'elle sait faire de mieux avant de récupérer dans un coffre de la banque avec le corps d'Imari un morceau de la lance de Longinus. Dans le même temps, Yuki est ressuscité par la femme blonde, provoquant un probable arrêt cardiaque des membres de la morgue, ainsi que des policiers venus pour l'autopsie. Les membres de Token se réunissent alors pour discuter cette histoire, et Imari Kitami décide d'aller voir ce qui se passe à l'école qui n'a toujours pas de nom, alors que Toro est mis au courant par Aki que le coffre de l'archéologue a été pillé et donc ordonne que leur organisation se renseigne sur tous les cultes satanistes. Et si c'était eux, je ne fouillerais pas trop loin, comme par exemple à l'école sans nom, où Saiki est maintenant professeur. Oui, bon, comme je l'ai dit, la seule unique raison logique que je vois pour laquelle elle soit devenue professeure, c'est qu'elle a utilisé ses nombreux atouts, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, cette position lui permet de faire plus ou moins ce qu'elle veut, comme par exemple inviter le vice-principal de l'école à une soirée très spéciale avec les membres de son club d'occultisme. Pendant ce temps, Imari, Kitami et Aki arrivent pile au bon moment. La dernière n'en croit pas ses yeux et la première reprend vite les choses en main. Et je pense qu'on peut se douter que c'est elle qui contrôle véritablement le culte de Saiki. Pendant ce temps, Takashiro se livre à un duel de rocard avec la femme blonde, dont Toro retrouve le nom. Il s'agit bien sûr de Jodie Cromwell. Une femme ici d'une façon pas très coordonnée, d'unir leurs forces pour ralentir le rituel de Kitami. Takashiro se rend ensuite avec Shiraki dans le sous-sol, où elle retrouve Aiki, qui est identifiée comme la femme en rouge, d'une prophétie que sert à accomplir Jodie pour faire naître le fils du diable. Pour conquérir le monde, je suppose, comme d'habitude. Et nous allons passer vite fait sur la scène de l'hôpital pour arriver au duel entre Kitami, Imari, attends, j'ai inversé les noms, vs Takashiro. Qui va gagner? Ensuite, Takashiro et Shiraki passent encore à un assez mauvais moment. Le vice-principal rend lui visite à Aki, et Yuki, recruté comme espionne par Jodie, qui a les mêmes capacités FUTA Nari que Kitami. On apprend aussi que le jeune policier a été le petit ami de Kitami. Ce qui, vu son âge, a sûrement eu lieu après. En parlant du lot, Imari Kitami va voir jeune policier qui s'appelle... Attendez, où est-ce que j'ai mis son nom déjà? Ah oui, voilà, il s'appelle Yamagisi. Bon, on va l'appeler Naoto. Donc, retrouve Naoto, et après lui avoir un peu lavé le cerveau, elle va décider de le recruter pour faire des choses avec ses disciples. Voilà. Bon, des choses pas très catholiques, on va dire. En temps, Jodie décide de perturber une nouvelle fois le rituel de Kitami en invoquant une colonne de lumière. Ce qui a comme conséquence le fait que Yuki se fait repérer comme espionne et va, disons, subir un interrogatoire. Et je ne vois pas l'intérêt de l'interroger alors qu'elle est complètement bâillonnée. Franchement, Kitami, je sais que t'es pas une flèche, mais bon, quand même, à ce point, je ne veux pas être malin à ce point-là. Pendant ce temps, Jodie se bat contre Kitami de façon psychique et elle arrive à s'en sortir grâce à l'aide de Toro. Et ensuite, on a un nouveau mauvais quart d'heure pour Shiraki et Yuri. Et après, on entame le combat final. Jodie neutralise facilement Saiki, un peu plus difficilement Takashiro, et affronte enfin Imari Kitami dans un duel de FUTA Nari. Voilà. Je me demande s'il pourrait me permettre d'utiliser directement le terme. Et à cause d'une nouvelle interférence, cette fois de Takashiro et Toro, un démon est invoqué qui prend les âmes de Kitami et Jodie. Et ensuite, tout le monde reprend sa vie normale et tout est bien qui finit bien. À moins que, tant. En fait, non. Je crois que c'était une bonne suite, poursuivant d'une certaine façon la seule possibilité crédible de suite, à savoir finir l'histoire avec Kitami. On y retrouve donc les mêmes qualités, à savoir une histoire qui n'est pas juste un prétexte ou scène de truc bidule machin truc, mais les justifie en partie grâce à la continuation des termes, toujours autour de la corruption humaine, et toujours un peu de
pincée de christianisme, on va dire. Et on y retrouve aussi les mêmes défauts, à savoir les résumés d'épisodes précédents qui nous font perdre 2-3 minutes à chaque fois, et le manque d'introduction des personnages. Et si ça passe à la rigueur pour les anciens, qui sont égaux à eux-mêmes, peut-être même un peu gros, n'est-ce pas Saiki? Pour les nouveaux, c'est plus problématique. Certes, la plupart sont des copies carbone ou des mélanges d'anciens persos, mais ça n'excuse rien. Et là où ça se voit le plus, c'est pour la nouvelle méchante Zodi. Et c'est très dommage car j'espérais beaucoup de ce personnage qui était franchement très prometteur. La descendante d'un célèbre occultiste qui a vécu dans notre monde, on aurait pu raconter comment étaient ses relations avec lui, son enfance, pourquoi elle a choisi cette voie, quel était son objectif et ses motivations. Après, je peux comprendre que les scénaristes aient choisi de garder une part de mystère, mais bon, là, on se retrouve juste avec une méchante qui est là pour être méchante et qui arrive juste à instaurer sa menace. Et ce genre de méchant prétexte, il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas, et des fois où ça n'a pas le moindre intérêt. Au final, les seuls persos un peu originaux sont les policiers, et encore, et surtout Tero qui fait un bon Nick Fury-like. Passons maintenant à l'analyse rapide des scènes de Krug Bidule Massacruc et de l'animation. Et cette fois, on a 22 scènes. Wow, ça fait beaucoup. Donc, la première introduit la lande de Losinus, la deuxième Yuki, la troisième et quatrième rappellent que les bandits, surtout masqués, sont rarement des flèches, la cinquième et sixième montrent le retour de Kitami, les septième et huitième que Saiki n'a rien compris et rien appris, la 9e que Kitami n'a rien perdu de ses capacités, la 10e est totalement anecdotique, la 11e et la 12e Takashiro et Shiraki passent encore un mauvais quart d'heure, la 13e est aussi anecdotique, dans la 14e Zodi fait passer un entretien d'embauche à Yuki, la 15e est une scène de flashback sur la relation Yamakasi avec Kitami qui le corrompt pour les scènes 16 et 17. Dans la 18e, les adeptes de Saiki testent de nouvelles méthodes de torture sur Shiraki et Yuki. Dans la 19e, Yamakasi refait une scène anecdotique. Dans la 20e, disons qu'il y a beaucoup de monde. Et dans la 21e, 20e, Zodi utilise toutes ses ressources pour activer le rituel final. Globalement, les scènes sont un peu plus dures que dans les animés précédents, même si je trouve qu'aucun n'est aussi marquante que les meilleurs de la nuit de Valpurgis, à part celle avec Yuki. Peut-être parce que j'aime bien Yuki. Je te suivrai partout. Yuki, je t'aime. C'est tellement cool. Yuki m'a regardé. Je suis tellement contente. Je te protégerai, Yuki. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que tu fais? Je suis venue te sauver. Rentrons, Yuki. Je t'ai trouvé, Yuki. Regarde-moi. T'inquiète. Je deviendrai ta femme. C'est bien, non? Quoi qu'il arrive. C'est comme un rêve. Yuki. Ta gueule, sérieusement ta gueule. Je ne déteste pas Mirai Nikki en général, ou Gaisei Doyo en particulier, mais sur ce point, s'il te plaît, je ne veux plus jamais t'entendre. À part peut-être la fois éventuelle où on critiquera cet animé, mais bon, ça on n'est vraiment pas prêt de le faire. Bon, sinon pour l'animation, c'est toujours le même petit graphisme. Ça fait des économies. Et je trouve que les scènes où ils font de la magie sont un petit peu plus impressionnantes. Maintenant, passons à la conclusion. New Testament est donc, malgré ses défauts, une bonne continuation du premier animé, et arrive à bien le respecter, ce qui est déjà remarquable en soi. Juste un petit détail que je n'avais pas mentionné, c'est que Taki Minaj, le héros du premier animé, n'est même pas mentionné dans cette suite. Et c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il est devenu. Bon, c'est peut-être dû au fait que c'est un personnage qui à la base est issu du jeu vidéo, que c'est un avatar, donc techniquement c'est un peu compliqué de définir l'avenir de ce genre de personnage. Mais bon, vous auriez pu faire un petit effort, juste montrer qu'il a fait des... Comme on avait vu qu'il était un peu artiste, vous auriez pu juste mentionner le fait qu'il est devenu un artiste céleste, qu'il est parti aux États-Unis, en Europe, sur la Lune, n'importe où. Voilà, juste une petite mention, ça aurait été sympa. On finira donc cette trilogie de la magie noire sur un 7,5 sur 10. Et pendant que je réfléchis à la suite, bon, j'aimerais bien savoir où sont passés Ansem et Zenmask. Ça fait un moment que je les ai pas entendus. D'habitude, ils font toujours des commentaires. Ben quoi, ça t'est jamais arrivé de confondre le domaine des ténèbres avec celui des enfers? Silence, et Pandoise et la paperasse en retard. À suivre. Tu ne te protégeras. Yuki, 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 Yuki. Je t'ai toujours regardé. Voilà. Yuki, 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 Yuki. Rentrons ensemble, hein? Yuki, 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 Yuki. Je te suivrai partout.